Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir au nom de Diabétologie pratique, Cardiologie pratique, Néphrologie pratique et Convergence en médecine générale. Merci beaucoup pour cette dernière émission de l'année en diabétologie. Nous allons revoir ensemble l'actualisation de la prise de position de la Société francophone du diabète. Elle vient tout de suite de paraître et donc on est très heureux d'accueillir nos experts qui vont développer leurs propos tout à l'heure. En introduction, je dirais que la prise en charge du diabète de type 2, puisqu'on se situe dans le diabète de type 2, connaît une évolution majeure face à l'essor de traitements innovants et à la nécessité d'une approche toujours plus personnalisée. Cette nouvelle prise de position, elle intègre les données les plus récentes de la littérature scientifique et les enjeux cardiovasculaires, rénaux et métaboliques. Cette émission propose de décrypter cette prise de position, d'en comprendre les changements clés et leurs implications pour la pratique clinique. Donc tout de suite, je vais rejoindre nos experts qui m'attendent et je vous dis à tout de suite pour nous suivre. Donc, me voici au studio pour accueillir nos experts. Donc, on va présenter le professeur Bernard Baudusseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef de service d'endocrinologie à l'hôpital des instructions des armées Bégin à Saint-Mandé. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a aussi le professeur Lise Bordier. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé et aussi, et le professeur Patrice Darmon de l'hôpital de la Conception à PHM à Marseille. Donc, et nous avons en visio avec nous, depuis le CHU de Montpellier, bonsoir, le professeur Éric Renard. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. Alors, ma première question sera pour vous, professeur Renard. Qu'est-ce qui a motivé cette actualisation de la prise de position sur les stratégies thérapeutiques dans le diabète de type 2 de la Société francophone du diabète? Alors, le diabète, c'est loin d'être une maladie rare. Le diabète de type 2, ça représente 92% des cas de diabète. Et Santé publique France vient d'actualiser donc la prévalence du diabète en France, qui est de l'ordre de 7%. Donc 7% de la population française est concernée par le diabète, et donc majoritairement le diabète de type 2. C'est une pathologie qui motive heureusement beaucoup d'efforts pour améliorer la thérapeutique et surtout, on va le voir ce soir, pour individualiser la thérapeutique. Et donc l'objectif ce soir, c'est de mettre au courant nos auditeurs donc de ce qui se fait de nouveau en termes de molécules antidiabétiques. Alors on ne parlera que de l'hyperglycémie. Le diabète, ça concerne plus que l'hyperglycémie. C'est aussi l'hypertension artérielle, la dyslipidémie. Mais on va se focaliser sur les traitements de l'hyperglycémie et donc beaucoup de nouvelles molécules, de l'évidence qui vient des études cliniques qui ont été faites sur ces différentes molécules et surtout, comme vous le verrez avec nos intervenants, une personnalisation des traitements qui est de plus en plus importante à prendre en compte. Et donc, ce sera notre message principal de ce soir. Lorsqu'on a face à soi un diabétique de type 2, eh bien, il faut voir son profil, comme on dit, phénotypique, et quel est le choix de molécules qui est le plus adapté au moment où on le voit et aussi, bien sûr, en fonction de son évolution. Donc, personnalisation des traitements. On va tout de suite donc passer la parole au professeur Patrice Darmon pour parler évaluation du risque cardiovasculaire chez cette population de diabétiques. Oui, alors avant de parler plus spécifiquement du risque cardiovasculaire, on parlait de stratégie individualisée, on va aussi parler d'objectifs individualisés en matière de contrôle glycémique. Et pour cela, on peut se baser évidemment sur la sacro-sainte hémoglobine glyquée, qui reste quand même un dosage qui permet d'avoir un reflet de l'équilibre glycémique des 3 mois qui précèdent et qui est largement utilisé et qui continuera à être utilisé, mais qui se voit complété maintenant par les données qui sont issues de la mesure en continu du glucose, qui est de plus en plus prescrite et qu'on met beaucoup en avant dans cette prise
prise de position pour les patients traités par insuline. Alors oui, les objectifs d'hémoglobine glyquée, comme ceux de la mesure continue de glucose, doivent être individualisés au profil des patients, peuvent évoluer d'ailleurs au fil du temps en fonction de l'évolution des comorbidités et de l'âge du patient, on le verra. Et donc pour ce qui concerne les objectifs d'HbA1c, je vais me focaliser pour ce qui concerne ma partie sur les patients âgés de moins de 75 ans. On n'a pas changé grand-chose, pour ne pas dire qu'on n'a pas changé quoi que ce soit par rapport à la prise de position de 2023, la précédente édition. Et donc, on voit que pour les patients vivant avec un diabète de type 2, qui ont une espérance de vie qui est d'au moins 5 ans, qui n'ont pas de comorbidité sévère, notamment pas d'insuffisance rénale sévère ou terminale, eh bien, on va essayer d'avoir un objectif en dessous de 7%. Voire 6,5% pour des patients chez qui on peut atteindre cet objectif avec des modifications thérapeutiques n'entraînant pas d'hypoglycémie. Donc on a beaucoup évidemment de médicaments aujourd'hui qui permettent d'éviter ce risque hypoglycémique en association aux modifications de mode de vie. Chez des patients un peu plus fragiles ou en tout cas qui ont plus de comorbidités, une espérance de vie limitée, des comorbidités sévères ou une insuffisance rénale sévère ou terminale, ou alors chez des patients qui ont une longue durée d'évolution du diabète, chez qui on n'arrive pas forcément à obtenir une cible de 7% sans risquer des effets indésirables, notamment des hypoglycémies, eh bien là on relève un peu la cible et on est à 8% comme cible, en gardant un seuil, une borne inférieure, ce qui est un peu une particularité ce que propose la SFD par rapport à par exemple, aux recommandations récentes de la HAS qui ont été actualisées en 2024 et qui n'ont pas gardé cette notion de borne inférieure que nous on trouve utile chez les patients qui sont traités par des médicaments qui donnent des hypos. Parce que plus on se rapproche de cette borne inférieure, plus le risque d'hypoglycémie induit par les médicaments qui peuvent en donner augmente. Hein. Donc ces hypos, elles existent aussi lorsque l'hémoglobine glyquée est plus élevée, mais plus on se rapproche du 7 par exemple, et plus le risque est présent. Donc on a laissé cette notion de borne inférieure. Donc voilà pour les objectifs d'hémoglobine glyquée. Et comme je vous le disais, on a aussi poussé beaucoup dans cette prise de position pour tous les patients en fait traités par insuline, que ce soit une insuline basale, une seule injection par jour ou des traitements multi-injections. On prône la surveillance glycémique par la mesure en continu du glucose et donc on a des données issues des métriques de la mesure continue du glucose et des seuils qui là aussi sont des seuils reconnus internationalement. On s'est calqué sur les seuils qui existent et donc j'ai entouré ici en rouge pour les patients donc, du cas général. Donc on met de côté les personnes âgées sur lesquelles Bernard va revenir tout à l'heure et là le temps dans la cible, on a ces objectifs-là, de temps passé entre une glycémie entre 0,70 et 1,80 g doit être théoriquement au-delà de 70%, avec un temps passé en hypoglycémie à moins de 0,70 à moins de 4%, et un temps passé en hypoglycémie à moins de 0,54 g par litre, des hypoglycémies de niveau 2 à moins de 1%. Donc ça, c'est des objectifs qu'on essaye de populariser, puisque cette mesure en continu de glucose, elle est amenée à s'étendre. Maintenant, les généralistes ont la primo-prescription chez les gens qui ont une seule injection par jour, et donc il faut apprendre à se servir de ces métriques qui sont très utiles parce que l'hémoglobine glyquée ne dit pas tout, ne dit rien de la variabilité glycémique, par exemple, et elle est parfois inutilisable chez des patients qui ont des hémoglobinopathies, une insuffisance rénale sévère, une hépatopathie, etc., etc. Donc il y a beaucoup de situations pour lesquelles cette mesure est très utile. Alors effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, Sylvie, un des points importants cette année dans la prise de position de la SFT a été de dire c'est important de grader ou en tout cas d'adapter les stratégies de prise en charge au niveau de risque cardiovasculaire du patient vivant avec un diabète de type 2. Donc quelles sont les méthodes dont on dispose pour évaluer ce risque? Et finalement, c'est pas si simple que ça. On a cité 3 recommandations nationales ou internationales sur lesquelles on peut s'appuyer. La première, c'est le texte commun de la SFD et la SFC de 2021. Donc vous voyez l'algorithme qui est un peu compliqué, qui met au cœur de la reclassification du risque, la réalisation d'un score calcique coronaire qui permet, chez des patients pour lesquels on se poserait des questions sur le niveau de risque, de dire ok, là on est plutôt chez quelqu'un qui a un niveau de risque très élevé ou au contraire plutôt modéré en fonction du score qui va être obtenu. Voilà. On a d'autres experts, ceux de l'ADA et de l'EASD, donc les experts diabétologues américains et européens, qui en 2022 ont proposé une définition simple
pour ne pas dire simpliste, mais en tout cas qui a le mérite de la simplicité, du patient à haut risque et le patient de plus de 55 ans qui a au moins 2 facteurs de risque parmi obésité, dyslipidémie, tabagisme, hypertension et albuminurie. Donc là, c'est relativement simple. Il suffit de dénombrer les facteurs de risque et d'avoir plus de 55 ans. Et puis, ce qui a beaucoup de succès, même si ce score a des limites, c'est l'utilisation prônée par les cardiologues européens de l'ESC en 2023, du score de diabète, donc un score spécifiquement développé et validé dans la population des patients diabétiques, avec quelques clics, en rentrant quelques données dans une application ou sur un ordinateur, on peut avoir une évaluation du risque à 10 ans. Donc entre risque faible, qui concerne très peu de patients, risque modéré, risque élevé, risque très élevé. Alors oui, je vous dis, il y a quelques limites et quelques critiques qui sont faites à ce score, notamment il n'intègre pas le RAC, le rapport albuminurie sur créatinurie, c'est une des limites. Et puis il n'est validé que dans la population entre 40 et 69 ans, donc au-delà de 69 ans ou 70 ans, on n'a pas la possibilité d'appliquer ce score. Mais quoi qu'il en soit, quand on applique ce score, notre patient va être donc classé dans l'une ou l'autre des catégories. Et donc, voilà, ici, je vous présente la stratégie que propose la SFD pour le patient à risque cardiovasculaire faible ou modéré. Par définition, ce patient sera en prévention primaire, il n'aura pas fait d'accident cardiovasculaire ou n'a pas de maladie rénale chronique. Donc c'est une minorité de patients. Et là, on va en plus cibler les patients parmi ces patients à risque cardiovasculaire faible à modéré, ceux qui ont moins de 75 ans, puisque ceux qui ont plus de 75 ans vont faire l'objet de recommandations spécifiques, ceux qui n'ont pas d'obésité, puisque là aussi on a des recommandations spécifiques, et ceux qui n'ont pas d'hépatopathie métabolique, donc la stéatose métabolique ou la stéatohépatite métabolique, puisque là aussi nous avons des recommandations spécifiques. Donc vous voyez que par exclusion, finalement, on se retrouve avec sans doute un nombre de patients un peu limité, mais on a quand même des patients dans cette catégorie-là. Et là, la stratégie qui est préconisée, ce sont les modifications de mode de vie en première intention. Elles sont peu développées dans notre prise de position parce qu'elle est focus sur les traitements, mais on peut par exemple se référer aux recommandations de la HAS de 2024 qui offrent une large part à ces modifications de mode de vie. À peu près la moitié du texte en fait est consacré à ça, et c'est très documenté et très bien fait. Donc le lecteur peut aller se référer aux recommandations de la HAS. Donc ensuite, c'est metformine qui reste le traitement de première ligne chez ces patients-là, et seulement en cas d'échec, si l'hémoglobine glycée n'est pas aux objectifs qu'on a fixés, comme on l'a vu précédemment, on va aller vers une bithérapie. Et ce qu'on a fait cette année, ça a été un petit peu de proposer un ordre décroissant de préférence des molécules à utiliser chez ces patients-là, donc en prévention primaire à risque cardiovasculaire faible à modéré, et on met en première ligne soit les inhibiteurs de SGLT2, soit les GLP1 agonistes, éventuellement les doubles agonistes, mais pour l'instant ils n'ont pas de remboursement dans cette indication, donc c'est assez confidentiel. Puis ensuite, en deuxième choix, on dira, ce seront les inhibiteurs des PP4. Et enfin, en bout de liste, on aimerait qu'ils soient beaucoup moins prescrits, les sulfamides hypoglycémiants, dont on connaît évidemment le risque hypoglycémique, le risque de prise de poids, l'absence de bénéfices cardiovasculaires, voire un petit doute cardiovasculaire qui persiste. Voilà. Donc on va vraiment procéder à ce choix-là avec le patient. C'est vraiment dans le cadre de la décision médicale partagée, et peut-être avec quelques indices qui sont précisés ici, qui vont peut-être pouvoir guider le clinicien. Si on veut un effet plus important sur le poids, on ira plutôt vers les GLP1 agonistes. Si on veut des choses qui vont être très simples à utiliser, plutôt vers les DPP4 par exemple. Voilà. Mais globalement, on met quand même en avant, après la metformine, y compris chez ces patients-là, les inhibiteurs de SGLT2, les agonistes GLP1. Chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, ça c'est un grand changement par rapport à la prise de position de 2023. Et là, on rejoint les recommandations de la HAS de 2024, qui avait été un peu en avance sur nous sur ce point-là. Chez ces patients-là, comme vous le voyez, ce qui est recommandé, si vous avez un patient diabétique de type 2 en prévention primaire, il n'a pas fait d'accident vasculaire, mais vous considérez qu'il est à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, en fonction du score que vous avez choisi d'appliquer, ou de votre perception clinique, eh bien, on va aller vers une bithérapie d'emblée. En plus des modifications de mode de vie, ce sera la metformine, à laquelle on tient pour plein de raisons, et soit un inhibiteur de SGLT2, soit un agoniste GLP1. Donc ça, c'est vraiment la première ligne qui est représentée cette figure, et c'est ce qui va être vraiment recommandé, toujours pareil avec le patient, en choisissant la molécule vers laquelle va sa préférence aussi. On explique les avantages, les inconvénients, la prise orale versus l'injectable, les effets indésirables attendus, etc. Et puis ensuite, si les objectifs ne sont pas atteints en termes métaboliques, ou qu'on veut
on est dans une optique où on a envie de réduire encore le risque cardiovasculaire ou rénal, l'ASFD propose rapidement l'association des 3 molécules, en fait, en tout cas des 3 classes. Et enfin, quand on monte un petit peu le curseur et qu'on va chez le patient en prévention secondaire, donc là, le patient a déjà un antécédent de maladie athéromateuse, et on va surtout se focaliser ici chez les patients qui ont un tableau qui prédomine sur la maladie athéromateuse. On parlera de l'insuffisance cardiaque ou de la maladie rénale chronique avec Lise tout de suite après. Mais chez les patients qui ont vraiment un tableau de coronaropathie, par exemple, isolé, eh bien, on va aller, là encore, vers une bithérapie d'emblée, et là encore, quel que soit le taux d'HbA1c. Comme tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, la grande nouveauté, c'est de le faire, quel que soit l'HbA1c. En prévention secondaire, c'était déjà le cas. En prévention primaire, c'est désormais le cas aussi. Donc, on ne regarde pas l'HbA1c dans un premier temps, on la regardera ensuite pour savoir si on a atteint les objectifs fixés. Mais vous voyez que ce soit pour le patient en prévention primaire à haut ou très haut risque et le patient avec une maladie athéromateuse avérée, la bithérapie d'emblée, et quel que soit l'HbA1c. Alors là encore, quelques petites orientations pour le clinicien. On dit notamment que chez les patients qui ont des antécédents d'AVC ou d'artérite des membres inférieurs, le niveau de preuve est plus en faveur des GLP-1. Donc on essaiera d'aller plutôt vers ces molécules-là. Si à la maladie athéromateuse s'associe une insuffisance cardiaque ou rénale, on le verra, ce sera plutôt l'inhibiteur de SGLT2. Et on voit aussi très vite que pour optimiser la prise en charge, que ce soit sur le plan métabolique, pondéral ou cardiovasculaire, on va vers l'association. Donc voilà pour cette partie de l'évaluation du risque cardiovasculaire et on va dire des stratégies chez les patients qui sont en prévention primaire ou secondaire, mais à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. Donc maintenant, la donne qui change, c'est surtout quelles que soient l'hémoglobine glyquée. Voilà. Je retiens aussi quelque chose, c'est que vous nous avez parlé des seuils glycémiques chez les moins de 75 ans, chez les plus de 75 ans. Est-ce qu'il faut adapter les recos, par exemple, américaines, en se disant il a plus de 55 ans, il a 2 ou 3 risques comorbidité et donc il rentre dans le risque sévère. Pour les objectifs glycémiques, Bernard en parlera. Et puis pour le risque cardiovasculaire, c'est vrai que ce score de diabète n'est pas validé dans cette population. Donc on a d'autres scores, mais pour lesquels il y a notamment un score qui s'appelle OP, pour Old Person, score OP. Mais ce score n'est pas validé dans la population diabétique, donc il y a d'autres limites qui apparaissent. Et finalement, peut-être que la stratégie proposée par l'ADA reste la plus pragmatique, mais je ne sais pas ce qu'en pense Bernard. Oui, tout à fait. Le score OP, malheureusement, n'intègre pas la dimension diabète et donc difficilement utilisable. Ouais. Voilà. Moi, j'avais une question à te poser. Quelle est finalement la position du référentiel de l'ASFD chez un patient chez lequel on découvre un diabète de type 2 et qui est très déséquilibré ? Alors là, on l'a proposé aussi depuis déjà pas mal de versions de la prise de position, c'est d'aller facilement vers des bithérapies en réalité. Alors parfois, le patient qui est très déséquilibré, son tableau clinique impose l'insuline lorsqu'il y a des signes d'hypercatabolisme, un amaigrissement, un syndrome polydipsique, etc. Et donc là, on va aller à l'insuline assez vite, quitte à ce que ce soit simplement temporaire. Parfois, c'est plus prolongé, et souvent quand c'est en réalité pas un diabète de type 2, mais un diabète de type 1 ou un diabète secondaire. Pour les déséquilibres, on va dire, un peu plus modérés, mais qui sont quand même importants, on peut aller d'emblée vers une prescription d'une bithérapie. Alors, quand c'est un patient à risque cardiovasculaire, on va aller plutôt vers le choix des molécules qu'on a citées précédemment, évidemment. Et c'est principalement vers ces molécules-là qu'on ira. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir... Enfin, on n'est plus obligé d'avoir cette espèce d'inertie un petit peu qu'on avait d'empiler progressivement les molécules, d'attendre à chaque fois 3 ou 6 mois. Dans certaines situations, en l'occurrence ici, parce que le risque cardiovasculaire est élevé ou très élevé, et a fortiori, s'il y a un déséquilibre initial, on va aller un peu plus vite, on va pouvoir aller un peu plus vite. Alors, vous avez parlé de la mesure continue du glucose, donc, qui était élargie maintenant aux médecins généralistes, qui était sous insuline. Pour les patients qui sont traités par une injection. Une injection d'insuline, oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer une évolution, en tout cas, d'utiliser la mesure continue du glucose chez des patients qui prennent des traitements oraux ? Alors pour l'instant, dans le diabète de type 2. C'est une très bonne question. Pour l'instant, on n'a pas de remboursement dans cette indication-là. Des choses qui sont à l'étude, mais pour l'instant, on n'a pas de remboursement. Mais c'est très utile.
c'est très utile dans certains moments, pas forcément pour un port en continu, de la mesure continue, mais parfois ponctuellement pour avoir le profil glycémique d'un patient et adapter la thérapeutique qu'on va pouvoir lui proposer, ou pour un aspect simplement éducationnel auprès du patient, lui montrer l'effet d'un mode alimentaire ou d'un mode d'activité physique, etc. C'est très utile. Alors aujourd'hui, on peut demander, et si certains patients sont prêts, par exemple, à payer de leur poche un capteur qui coûte une quarantaine d'euros et de faire une surveillance pendant 10 ou 15 jours, c'est un investissement qui peut en valoir la peine, en attendant une éventuelle prise en charge dans le futur. Mais pour l'instant, on n'a pas cette prise en charge. Le remboursement se fait uniquement dans le cadre de l'insulinothérapie. Lise Bordier, on va évoquer avec vous les stratégies chez les patients en situation d'obésité, les stratégies chez les patients avec MASH, les stratégies en cas d'insuffisance cardiaque et de maladie rénale chronique. Alors, on va commencer par la maladie rénale chronique. On a rappelé dans cette prise de position la définition. C'est l'association d'un DFG inférieur à 60 ml par 1,73 m² et ou une élévation du RAC, du rapport albuminurie sur créatininurie, à 2 reprises sur un simple échantillon d'urine qui doit être supérieur à 30 mg par gramme. Donc c'est très important de le rappeler parce que ce n'est pas souvent fait, et donc c'est l'occasion aussi de rappeler que cet élément d'importance doit être régulièrement contrôlé chez les patients vivant avec un diabète de type 2. Pourquoi ? Parce qu'en cas de maladie rénale chronique, le patient va avoir un risque rénal, d'évolution défavorable de sa fonction rénale, mais aussi un risque cardiovasculaire. La maladie rénale chronique, c'est un authentique facteur de risque cardiovasculaire, et c'est pour ça qu'il y a une stratégie particulière qui doit être portée à ces patients particuliers. Alors cette stratégie, elle commence par l'adaptation des objectifs glycémiques. Patrice en a parlé tout à l'heure, et moi je vais cibler sur les stades de débit de filtration glomérulaire. Donc pour les patients de moins de 75 ans qui n'ont pas d'insuffisance rénale chronique sévère ou terminale, donc pas les stades 4 ou 5 de KDIGO, l'objectif d'HbA1c sera à moins de 7%, voire moins de 6,5% si on peut l'atteindre sans hypoglycémie. Et pour les patients qui ont une maladie rénale chronique avec une insuffisance rénale chronique de stade 4 ou 5, là on relève un petit peu la barre, on va viser moins de 8%, en restant au-dessous de 7%, au-dessus de 7% en cas de traitement principalement par glinide ou insuline, puisque les sulfamides sont contre-indiqués lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30. Patrice parlait tout à l'heure de la mesure en continu du glucose, et chez le patient qui a une maladie rénale chronique, et notamment au stade de l'insuffisance rénale sévère ou terminale, l'hémoglobine glyquée n'est pas forcément très fiable. Il y a souvent une anémie, des perturbations d'interprétation de l'hémoglobine glyquée, et là vraiment la mesure en continu du glucose a une place tout à fait intéressante et importante, pour peu évidemment qu'il soit éligible à la prise en charge de ce dispositif qui repose aujourd'hui sur la prescription d'au moins une injection d'insuline. Un autre élément d'intérêt qu'on a rappelé dans cette prise de position, c'est qu'on ne va pas travailler tout seul, les diabétologues, avec cette maladie rénale chronique, mais il y a un moment où il faudra aussi avoir un avis d'un spécialiste, et notamment quand le DFG est inférieur à 45 ou quand on a une dégradation rapide du débit de filtration glomérulaire. Et ce déclin rénal, le déclin du DFG qu'on doit évaluer finalement sur plusieurs années, lorsqu'il est rapide, il faut se poser des questions. Et c'est là qu'on doit demander l'avis d'un néphrologue. Autre élément important, c'est l'adaptation des traitements en fonction de l'altération de la fonction rénale. Alors c'est un tableau qu'on connaît bien, que les médecins en général aiment bien télécharger pour l'avoir près d'eux, et ça vous donne de façon assez rapide, facile à lire, l'adaptation des doses posologiques des traitements. Donc en vert, on peut continuer à pleine dose. En jaune, on réduit la dose, et en rouge, il faut arrêter le traitement
traitement, l'interrompre parce qu'il y a un risque d'accumulation lorsqu'il y a une altération de la fonction rénale. Et vous voyez que finalement, tous ces traitements, finalement, celui qu'on peut laisser le plus longtemps, c'est l'insuline. Le tirzépatide, on a une expérience limitée, mais quand même pas de contre-indication lorsque l'altération de la fonction rénale est sévère. Et par contre, il y a des médicaments qu'il faut absolument interrompre, et je pense notamment aux sulfamides, parce qu'ils peuvent être à l'origine, comme ils ont une élimination rénale, ils peuvent donner des hypoglycémies particulièrement prolongées. Un point cependant, qui concerne les glyphosines, on va les garder jusqu'à la mise en dialyse ou à l'insuffisance rénale terminale, parce que pour ces traitements particuliers, on a démontré qu'ils avaient un bénéfice, qu'ils protégeaient, ils avaient un effet cardioprotecteur, notamment chez ces patients qui sont à très haut risque cardiaque en cas de maladie rénale chronique terminale. Et donc, on les gardera, même si leur effet glycémique sera peut-être anecdotique lorsque le DFG diminue. Donc ça, c'est un point important. Alors, quelle est la stratégie ? En cas de maladie rénale chronique, on sait que les inhibiteurs des SGLT2 ont démontré un effet protecteur. Ce qui a été démontré, c'est dans des populations à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, avec une maladie rénale chronique déjà préalablement traitée par bloqueur du système rénine-angiotensine et jusqu'à un DFG à 20 millilitres minute. Donc, ce niveau de preuve est vraiment très important. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quelles que soient l'hémoglobine glyquée, après les modifications thérapeutiques du mode de vie, on proposera une bithérapie d'emblée par metformine et inhibiteur des SGLT2. S'il y a une contre-indication ou une intolérance, on pourra recourir au médicament qui a démontré son efficacité dans l'étude FLOW, c'est le sémaglutide à 1 mg par semaine, et ce, quelle que soit l'hémoglobine glyquée, mais finalement, il y a plus de preuves quand même pour l'instant avec les inhibiteurs des SGLT2 qu'avec les agonistes du récepteur du GLP1. Et ensuite, si on n'atteint pas l'objectif d'HbA1c qu'on s'est fixé, eh bien là, on associera metformine, glyphosine et GLP1 ou double agoniste, et on associera encore l'insuline basale si on n'est toujours pas à notre objectif d'HbA1c. Donc finalement, cette recommandation, elle a peu évolué depuis les dernières recommandations, mais elle a introduit les résultats de l'étude avec de l'étude FLOW. Un petit point important qu'on a rappelé dans notre prise de position et qui rappelle le référentiel multidisciplinaire qui a été publié par 4 collèges, les diabétologues, les néphrologues, les généralistes et les cardiologues, sur l'utilisation en pratique des glyphosines. Parce qu'on le comprend, ces médicaments finalement vont échapper aux diabétologues et être utilisés et prescrits par d'autres professionnels de santé. Il y a des petits points d'attention qui ont été publiés, qu'on a rappelés dans la prise de position de la SFD. C'est finalement le petit dip rénal de DFG lors de l'introduction de la glyphosine. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine. On a précisé qu'il y avait une surveillance chez certains patients à risque de la fonction rénale. Les patients à risque, ce sont les patients qui ont un diurétique de l'ANS à dose élevée, les patients qui ont un DFG inférieur à 45, ceux qui ont un niveau de pression artérielle systolique en dessous de 120 sur 70 mm de mercure, les patients qui ont déjà eu des antécédents de déplétion volémique, les patients qui ont une hypotension orthostatique, elle est fréquente chez les patients vivant avec un diabète ancien, les patients de plus de 75 ans, notamment les patients les plus fragiles, et en cas d'introduction d'un autre traitement qui pourrait agir sur le débit de filtration glomérulaire. Et notamment, on doit respecter un délai de 1 mois entre l'introduction d'un bloqueur du système rénine-angiotensine et d'une glyphosine. Et ce qu'il faudra évaluer chez ces patients à risque, c'est vérifier le niveau de tension, réadapter les autres traitements antihypertenseurs et contrôler la créatinine et le débit de filtration glomérulaire à 1 mois. Et s'il y a une majoration du taux de créatininémie de plus de 30%, on va bien vérifier qu'il n'y a pas de cause de déshydratation, on va vérifier l'examen clinique, on va vérifier la fonction rénale, on essaiera de jouer plutôt sur les diurétiques de l'ANS et on arrêtera la glyphosine, dont on connaît le bénéfice cardio-rénal qu'en dernière extrémité. Donc ça, c'est assez important de connaître ces éléments pour bien comprendre comment les glyphosines doivent être utilisées.
Pour la deuxième partie, qui est l'insuffisance cardiaque, alors on a associé finalement dans une même figure la maladie rénale chronique et l'insuffisance cardiaque parce que les recommandations sont assez proches. Les inhibiteurs des SGLT2 ont démontré un bénéfice sur les hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque chez les patients à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. La DAPA et l'empagliflozine ont un effet cardioprotecteur, que la fraction d'éjection soit altérée ou préservée. Et donc, ça va positionner ces traitements en toute première place. Et donc, dans ces populations-là, on mettra en première intention, quel que soit l'HbA1c, une bithérapie d'emblée qui associe metformine et glyphosine. Et en cas de contre-indication ou de mauvaise tolérance des glyphosines, eh bien, on pourra recourir au sémaglutide à dose anti-obésité, 2,4 mg par semaine, puisque dans l'étude STEP-HPEF diabète, il avait démontré une amélioration des signes fonctionnels d'insuffisance cardiaque, une amélioration du test de marche, donc des critères plutôt fonctionnels. Et on a aussi l'étude SUMMIT avec le tirzépatide qui, là, a montré une réduction des événements cliniques. Donc, en cas de contre-indication, d'insuffisance ou de mauvaise tolérance des glyphosines, on pourra se tourner vers un simple ou un double agoniste. Et puis, bien sûr, si ça ne suffit pas pour contrôler l'hémoglobine glyquée, eh bien, on associera les deux classes thérapeutiques et ensuite avec une insuline basale. Autre partie, le patient qui est en situation d'obésité, c'est des situations qui sont souvent associées avec le diabète de type 2, comme une association un peu de malfaiteurs qui s'aggravent mutuellement. Là, on a des objectifs qui ont été bien identifiés. L'objectif de perte de poids, au moins 5%. Ça paraît pas beaucoup, mais ça améliore déjà l'équilibre glycémique et les comorbidités associées à l'obésité. Une première intention sur les modifications thérapeutiques du mode de vie avec une alimentation équilibrée et notamment le diabète de type méditerranéen qui a démontré de façon très formelle des preuves d'efficacité, modérément hypocalorique, l'importance de dépister les troubles du comportement alimentaire, d'avoir une activité physique adaptée et régulière et de lutter contre la sédentarité. C'est pas tout à fait la même chose, hein, ça se complète. Et aussi, on a parlé de la qualité du sommeil qui est souvent associée. Et là, on a vraiment pris en compte aussi cette dimension. Le soutien psychologique et enfin, le programme d'accompagnement entre pairs. Sur la stratégie maintenant médicamenteuse, on va envisager une bithérapie d'emblée, quelle que soit l'hémoglobine glyquée, pour les patients qui vivent avec un diabète de type 2 et en situation d'obésité avec un IMC à plus de 30, avec une association metformine double agoniste, parce que c'est finalement la molécule, le double agoniste, la plus efficace en termes de perte de poids, ou un simple agoniste. Et puis, si l'HbA1c reste au-delà d'objectifs individualisés, on pourra rajouter un inhibiteur des SGLT2. Alors, quid de la stratégie chirurgicale? Ça a été un point de discussion au moment de ces recommandations. Alors, les recommandations, on a celle de la Haute Autorité de Santé de 2024, qui préconise, après une prise en charge médicamenteuse de plus d'1 an bien conduite et en l'absence de contre-indication, une solution chirurgicale pour les patients éligibles, IMC à plus de 40 ou plus de 35 avec au moins une comorbidité susceptible de s'améliorer avec la chirurgie. Donc ça peut être en particulier le diabète de type 2. Et on sait que dans ces cas-là, il y a plus de rémission du diabète et c'est la raison pour laquelle on a un peu modifié le terme de chirurgie bariatrique pour le terme chirurgie métabolique. Et on sait que cette chirurgie métabolique, elle a plus de rémission du diabète que la prise en charge médicale. Ça, sur ces niveaux d'IMC, il n'y a pas trop de discussion ou d'interrogation. Là où on est un petit peu moins, finalement, en phase avec la HAS, c'est pour les patients qui ont une obésité de grade 1, donc un IMC à plus de 30 kg par mètre carré. La HAS, elle propose une chirurgie lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas atteints, malgré une prise en charge de 1 an. Mais le niveau de preuve, il est assez faible et il y a assez peu de patients dans les études. Il y a moins de 80 patients qui répondent à ces critères. Et c'est pourquoi la SFD donne
est un peu mitigée et ne donne pas de blanc-seing tout de suite. Elle estime qu'il faut un avis diabétologique. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir dans la stratégie thérapeutique, avant d'envisager la chirurgie métabolique, un agoniste du récepteur du GLP-1 ou un double agoniste, parce qu'on sait que ces médicaments sont extrêmement efficaces sur le plan pondéral. Et puis, donc, il y a une évaluation préalable, la décision médicale partagée en centre expert, c'est très important, et la surveillance à long terme qui dépistera et corrigera les supplémentations, les carences vitaminiques éventuelles. Un point sur lequel on est un peu plus resté dans cette prise de position, c'est la stratégie finalement d'utilisation des traitements anti-hyperglycémiants en pré, péri et post-chirurgie bariatrique ou métabolique. Donc on a rappelé que la metformine, c'était un arrêt la veille de la chirurgie et on la reprend à J3 lorsque le patient reprend l'alimentation et que la fonction rénale a été contrôlée. Les inhibiteurs des SGLT2, on les arrête toujours 3 jours avant la chirurgie et encore plus là parce que parfois on met un peu les patients sous régime hypocalorique avant la chirurgie métabolique et on les reprendra une fois la phase critique passée. Pour les agonistes des récepteurs du GLP-1, il y a eu beaucoup de discussions parce qu'il y a eu des cas d'inhalation dans la littérature qui ont été rapportés chez des patients au moment de l'induction anesthésique avec des cas d'inhalation et des complications suite à cet incident. Alors, c'est pas toujours facile de se positionner, mais là, on a eu un papier d'expert qui recommande finalement d'évaluer le risque d'inhalation lors de la consultation d'anesthésie par l'interrogatoire. On va rechercher des nausées, des vomissements, des signes fonctionnels digestifs, un météorisme. Les situations à risque, c'est l'introduction récente d'un agoniste du récepteur du GLP-1, les fortes doses, la période de titration du GLP-1. Et alors, si le patient n'a aucun symptôme, s'il a son GLP-1 depuis longtemps, qui est bien toléré, on peut le maintenir jusqu'à l'intervention. On arrête l'alimentation 24 heures avant la chirurgie. Et si on a un doute, eh bien, certains anesthésistes préconisent de faire une échographie gastrique pour vérifier si les patients ont un estomac plein ou pas. Ça change en fait la séquence d'induction anesthésique avec des séquences plus rapides qui limitent le risque d'inhalation. Mais ce qui est très important, et c'est un peu le point de ce papier, c'est de se dire, arrêter un agoniste du récepteur du GLP-1, si on se dit on va arrêter 3 ou 5 demi-vies pour qu'il n'y ait plus de GLP-1, et le risque, ça va être d'avoir un fort déséquilibre du diabète qui n'est pas de très bon pronostic en périopératoire pour la cicatrisation et les suites post-opératoires. Donc il faut bien évaluer la balance bénéfice-risque. Et c'est un élément un peu nouveau dans cette prise de position. On adaptera bien sûr la posologie des traitements à risque d'hypoglycémie et en cas de rémission, il faudra surveiller parce que la rémission est souvent transitoire et c'est pas parce qu'on a une rémission après une chirurgie métabolique qu'on peut pas malheureusement, notamment lorsqu'on risque de reprendre du poids, avoir à nouveau des glycémies perturbées. Et je terminerai avec les patients qui ont une stéatose métabolique ou une stéatohépatite métabolique. C'est à peu près le même schéma que la situation d'obésité. Alors on a fait un chapitre particulier cette année parce que la prévalence est importante chez les patients qui vivent avec un diabète de type 2. Et si bien sûr la stratégie thérapeutique, elle commence par la modification thérapeutique du mode de vie, là on va viser une perte de poids plus importante qui est plutôt de l'ordre de 10%. Et on a des données d'efficacité de certains traitements, notamment des agonistes du récepteur du GLP-1 qui sont efficaces sur la stéatose, la résolution de la stéatose, l'amélioration de la fibrose, sur les agonistes, le double agoniste GIP-GLP-1 et bien sûr sur la chirurgie métabolique ou bariatrique. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et j'irai assez vite, mais le dernier point, c'est qu'en cas d'insuffisance hépatocellulaire, là aussi, il y a une vigilance particulière d'adaptation de certains traitements anti-hyperglycémiants. Voilà. Merci beaucoup, Lise. C'était très complet. On va passer la parole au professeur Baudussot sur le sujet âgé, la déprescription et les stratégies chez le sujet âgé. Merci beaucoup. Eh bien, la SFD, dans sa prise de position de 2025, a consacré un chapitre à la prise en charge des patients diabétiques âgés.
c'est effectivement un sujet d'importance parce que tout le monde sait que la prévalence du diabète de type 2 augmente régulièrement dans les tranches d'âge avec un sommet aux alentours de 75 ans, notamment chez les hommes, avec une prévalence ensuite qui diminue en raison de la diminution de l'espérance de vie des malades qui sont atteints de diabète. Si bien qu'un diabétique sur 4 a plus de 75 ans, et c'est quelque chose que maintenant on a bien intégré dans notre prise en charge. Alors, cette prise en charge comporte tout d'abord une démarche qui est de définir la situation phénotypique du patient et notamment de dépister une fragilité. Alors pour cela, il est recommandé en première intention d'utiliser des échelles de fragilité qui sont rapides, validées, faciles à réaliser, mais il y en a de multiples. Celle qui est la plus utilisée, ce sont les critères de Fried que vous voyez ici. Perte de poids involontaire, diminution de la force musculaire, sentiment de fatigue et d'épuisement, ralentissement de la vitesse de marche, réduction de l'activité physique, et un patient est considéré comme fragile s'il a 3 de ces critères. Alors ceci est facile à réaliser, mais ça a beaucoup de limites. Notamment, ça ne prend pas en compte les troubles cognitifs de ces patients et certainement, il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. Mais celle-ci est une méthode validée et pratiquée par les gériatres. Alors, ceci permet de définir des objectifs glycémiques, ce qui va compléter ce qu'a dit Patrice tout à l'heure, centré sur des patients de plus de 75 ans. Et on considère qu'il y a globalement 3 catégories de patients, ceux qui sont en bonne santé, bien intégrés socialement, autonomes, et dont l'espérance de vie est jugée satisfaisante. Et pour cela, eh bien, ma foi, les objectifs d'HbA1c sont ceux des personnes plus jeunes. Pour les fragiles, qui ont donc un état de santé intermédiaire et à risque de basculer dans la catégorie des sujets dépendants, eh bien, on sera moins ambitieux et une HbA1c en dessous de 8%, tout en restant au-dessus de 7% en cas de traitement par sulfamide, glinide ou insuline. Et cet objectif est recommandé. Cela dit, les sulfamides et les glinides ne sont pas forcément les meilleures molécules à utiliser chez les personnes âgées et mieux vaut, dans la mesure du possible, s'en passer. Enfin, chez les personnes dépendantes ou à la santé très altérée, eh bien, une HbA1c en dessous de 9% ou des glycémies capillaires prépendiales entre 1 et 2 grammes sont tout à fait satisfaisantes. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, chez les personnes âgées, eh bien, éviter 2 écueils. Soit traiter excessivement un patient dont le pronostic ne dépend plus de l'évolution du diabète, avec le risque de majorer des hypoglycémies, ou insuffisamment traiter les malades dont l'espérance de vie est importante et qui risquent de développer des complications, et des complications notamment micro-angiopathiques. Quelques points complémentaires à souligner. Un âge supérieur à 75 ans ne doit pas faire négliger la prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, les dyslipidémies et le tabagisme, encore que beaucoup de personnes ont cessé de fumer à cet âge-là, et la nécessité d'obtenir une couverture vaccinale optimale, notamment en ce qui concerne la Covid-19, la grippe, le pneumocoque, mais également le zona. Et puis, certaines classes médicamenteuses, comme la metformine, les inhibiteurs des SGLT2, les GLP1 et la vaccination contre le zona, pourraient entraîner une diminution de l'incidence des maladies neurodégénératives. Ce cas est possible, cet effet protecteur est possible, mais il devra être confirmé dans des essais contrôlés. Mais c'est certainement un argument de plus pour les utiliser. Alors globalement, la stratégie thérapeutique chez la personne âgée repose tout d'abord sur des mesures hygiéno-diététiques en soulignant qu'il faut absolument éviter les régimes restrictifs et prôner une activité physique adaptée à la personne sans vouloir en faire trop naturellement, mais centrée notamment sur la marche. Chez les personnes âgées en bonne santé, avec une HbA1c en dessous de 7%, eh bien la stratégie est globalement identique à celle des sujets plus jeunes, avec quelques points spécifiques: éviter la prescription des sulfamides et des glinides et exercer une vigilance sur l'état nutritionnel avec les analogues des récepteurs du GLP1 et surtout les biagonistes en raison du risque de dénutrition et de sarcopénie.
Chez les personnes fragiles, avec une HbA1c donc optimale en dessous de 8%, bien, le traitement initial, c'est également la metformine. Et si on n'obtient pas cet objectif, eh bien, on peut associer soit un inhibiteur des DPP4, soit un inhibiteur des SGLT2, notamment s'il existe une autre raison de les prescrire, c'est-à-dire une maladie athéromateuse, une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, comme l'a dit Lise tout à l'heure. Et puis, si on n'est pas aux objectifs, eh bien, à ce moment-là, le traitement le plus souvent utilisé, qui est prôné par le référentiel, est d'instituer une insulinothérapie basale, associée naturellement à la metformine, en l'absence de contre-indication, et éventuellement aux inhibiteurs des DPP4 et des inhibiteurs des SGLT2, s'il existe notamment une autre indication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chez les personnes âgées dépendantes, dont les objectifs d'HbA1c sont inférieurs à 9%, eh bien, commençons par la metformine, puis associons les inhibiteurs des DPP4 qui sont bien tolérés et efficaces sur le plan de l'HbA1c. Et puis, si on n'y parvient pas, eh bien, associons metformine et insulinothérapie basale. Alors, la prise de position de la SFD en 2025 sur la mesure continue du glucose, chez les personnes âgées en bonne santé, eh bien, l'indication est identique à celle des sujets plus jeunes, chez les gens qui reçoivent une insulinothérapie avec au moins une injection par jour. Ceci permet d'améliorer le temps dans la cible et l'HbA1c et de diminuer la variabilité glycémique. Dans la population âgée et fragile, eh bien, la mesure continue du glucose permet de prévenir les hypoglycémies qui sont associées à une majoration des événements cardiovasculaires, des démences et de la mortalité. Et donc la mise en place intermittente ou permanente est recommandée en fonction des traitements du risque hypoglycémique et en fonction des objectifs qui sont personnalisés. Ceci permet de définir des objectifs avec la mesure continue du glucose chez les personnes âgées ou à haut risque cardiovasculaire ou à haut risque d'hypoglycémie. Eh bien, le temps passé dans la cible qui est recommandé est moins ambitieux que celui des sujets plus jeunes. Celui du temps passé en dessous de la cible, eh bien, sera le plus bas possible, si possible aucun moment de temps passé en dessous de la cible. Et puis, pour ce qui est du temps passé au-dessus de la cible, eh bien, on sera beaucoup moins exigeant, avec moins de 50% pour des glycémies supérieures à 1,80 g. En réalité aussi, les objectifs du tir peuvent être sans doute revus à la hausse, donc se rapprochant de sujets plus jeunes, pour les personnes âgées en bonne santé. Alors, un point que je voudrais souligner, parce que ce n'est pas très connu des diabétologues, ce sont les limitations financières à l'utilisation de la mesure continue du glucose dans les EHPAD. En effet, quand un patient qui a déjà une mesure continue du glucose et qui est admis dans un établissement de santé, la prise en charge des dispositifs médicaux entre dans le cadre du budget de l'établissement, dans le forfait soins. Et l'arrêt de 2008, qui n'a pas été modifié, qui n'a pas été révisé depuis cette date, fait que les capteurs de glucose ne sont plus prescrits en raison des conditions financières. En effet, ce forfait de soins est relativement faible, puisqu'il est d'environ 3 € par jour, si bien que très souvent, les patients qui ont une mesure en continu du glucose et qui devraient continuer à en bénéficier lors de leur séjour en EHPAD, eh bien, ces mesures en continu du glucose, ces capteurs ne sont plus prescrits. Bon, une lueur d'espoir, c'est qu'une nouvelle réforme sur la dotation globale des EHPAD est en cours d'expérimentation et on peut espérer que cette situation, qui est regrettable, puisse s'améliorer. Merci beaucoup Bernard Baudusseau. Je crois que dans la prise de position de la SFD, il y a un petit chapitre sur la déprescription. On sait que les patients âgés ont souvent beaucoup de traitements, qu'il faut réévaluer les ordonnances et savoir l'utilité des traitements. Quelle est votre position ? Effectivement, la polymédication est un problème très important, puisqu'on estime que la moitié des personnes de plus de 65 ans sont polymédiquées, c'est-à-dire qu'elles reçoivent plus de 5 médicaments, et il y a des hyperpolymédications pour plus de 10 médicaments, et on se rend compte chez nos malades que ceci va très vite, et que cette polymédication
quand on y ajoute aussi les prescriptions d'autres spécialistes, l'automédication fait qu'on peut avoir des accidents iatrogènes, des effets indésirables et puis des complications très importantes. Donc le but serait de revoir à la baisse les prises de médication pour essayer de diminuer la charge médicamenteuse de ces malades qui sont charge qui est sans doute trop importante dans un certain nombre de cas. Alors, professeur Éric Renard, vous nous avez écouté sagement, mais alors j'aimerais revenir vers vous pour avoir le mot de la fin sur cette prise de position et aussi, alors on voit que l'HbA1c finalement n'est plus le marqueur idéal pour suivre le diabète, que la mesure continue du glucose devient importante même dans le diabète de type 2. Donc, quel est l'avenir finalement des stratégies thérapeutiques qui viennent? Et on a vu que l'ADA, que le congrès de l'EASD est venu avec son flot de nouvelles molécules. Quelle est votre position? On peut dire que la prise de position de l'ASFD, elle peut être qualifiée avec 3 adjectifs. Elle est à la fois conservatrice, parce que vous avez vu que constamment, on met en avant les mesures hygiéno-diététiques, le régime, l'activité physique et la metformine, premier antidiabétique, qui est toujours présent et toujours maintenu dans les recommandations dès le début. La position de la SFD, elle est aussi progressiste, parce que comme vous l'avez remarqué à travers les exposés, les nouvelles molécules qui ont fait leurs preuves sont vraiment mises en avant, alors avec un choix préférentiel selon le phénotype des patients. Les agonistes du GLP-1 récepteur, les glyphosines ont une place qui est maintenant vraiment importante après les mesures de base qui ont été mentionnées. Elle est aussi visionnaire, puisque comme on l'a mis presque en filigrane, arrivent de nouvelles molécules qui ne sont pas remboursées en France, les doubles agonistes, GLP-1, GIP, qui vont avoir leur place à trouver, à définir. Et bien entendu, comme vous venez d'en parler, la mesure continue du glucose, qui pour l'instant est un peu confinée aux personnes qui sont traitées au moins par une injection d'insuline, mais les preuves commencent à s'accumuler du bénéfice pour les patients qui sont aux frontières de l'insulinothérapie et aussi à visée éducative, peut-être dès le diagnostic du diabète de type 2, pour que les patients comprennent l'intérêt des mesures diététiques et de l'activité physique pour contrôler leur glycémie. Donc c'est un peu dans cette configuration que se présentent ces recommandations actuelles et futures. C'est à la fois conservateur de ce qui est bon, c'est progressiste de ce qui apporte du bien, et c'est visionnaire parce qu'on cherche toujours le mieux. Alors, cette nouvelle position de la Société francophone du diabète, on peut la trouver où, Patrice? Alors, les médecins qui nous écoutent. On peut aller sur le site de la Société francophone du diabète, donc www.sfd.org. Dans la rubrique référentielle, elle est téléchargeable en accès libre, donc ouverte à tous. Et je vous incite à aller la télécharger pour lire les détails qu'on n'a pas pu aborder ce soir dans le temps qui nous était imparti. Et on espère avoir donné aux cliniciens qui sont peut-être un peu, notamment pour les médecins généralistes, confrontés à l'arrivée de toutes ces nouvelles molécules et comment on les positionne. Ça donne un guide et en tout cas une aide pour avoir la meilleure stratégie possible adaptée à chacun des patients. Oui. Merci tous les 4. Merci professeur Renard d'être resté avec nous depuis le CHU de Montpellier. Merci professeur Darmon. Merci professeur Bordier. Merci professeur Baudusseau. À très bientôt. J'espère qu'on vous aura éclairé sur les stratégies médicamenteuses dans le diabète de type 2. En tous les cas, il y aura un article dans Diabétologie pratique qui paraîtra tout début d'année 2026. Et on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt, à l'année prochaine, 2026.